Bonjour, bienvenue dans cet atelier qui a pour objectif de poser le sujet Manger bio dans les établissements de santé, est-ce possible? Pour vous présenter un petit peu cet atelier, donc qui s'intitule Du bio en restauration directe dans le secteur médico-social, mode d'emploi. Alors l'idée, c'est pas de vous livrer un mode d'emploi tout fait, mais c'est bien de se poser de la question de comment est-ce qu'on peut, dans ce secteur qui est un petit peu particulier, on le verra, enclencher des démarches sur l'introduction de bio dans les approvisionnements. Pourquoi c'est le GAP 44 qui anime ce projet, enfin cet atelier-là aujourd'hui? C'est parce que nous, donc, on a une expérience de 15 ans dans l'introduction de produits bio dans la restauration collective, mais surtout sur de la restauration scolaire. On a la volonté de le faire auprès des établissements de santé, parce que pour nous, ça a vraiment du sens. Donc nous, on est accompagné dans le cadre du PRSE 3, Plan Régional Santé Environnement, et on est accompagné financièrement pour pouvoir sensibiliser et accompagner ces établissements de santé pour que ça leur coûte moins cher. Donc, dans ce cadre-là, on est en partenariat, on est en train de construire un partenariat avec Gilles et donc le mouvement des cuisines nourricières pour proposer ce qu'on va faire là en premier temps. Donc, ça sera une demi-journée début 2021 pour vraiment questionner les établissements. Donc, ça sera à l'attention des responsables d'établissements, mais aussi du personnel. Et donc, l'idée, c'est vraiment de poser le sujet de la prestation nourricière au cœur des établissements et de voir quelle peut être la mission de cette alimentation pour la santé et le bien-être dans l'établissement. Je ne sais pas si Gilles, tu veux un peu plus évoquer ce temps-là. Tu en parleras certainement mieux que moi. C'est des logiques de santé publique qui sont à l'origine de ça, puisque c'est l'Institut Pasteur et le professeur Jean-Michel Desserres qui, dès les années 80, ont pointé le lien entre les, les alimentations occidentales souvent trop riches et l'augmentation des maladies chroniques liées à l'alimentation dans ces pays. Et à partir de ça, a proposé une alternance un peu plus marquée entre les produits animaux et les produits végétaux. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait dans les restaurations collectives, d'associer dans le cadre d'une approche de cuisine extrêmement simple, destinée d'abord à nourrir, plus qu'à reprendre le logiciel gastronomique du plaisir, mais plutôt d'avoir une alimentation extrêmement simple qui apporte de la valeur ajoutée à des produits bruts dans le cadre d'une cuisine maison. Et on propose des accompagnements qui visent à promouvoir des techniques, notamment sur la transformation des produits animaux, la transformation des produits végétaux. Et on a été amené à collaborer avec les habitants de santé. Donc, quand Beryl nous a parlé du soutien de l'ARS pour le plan régional de santé et environnement, pour les actions proposées par le GAP 44, on a attiré l'attention sur le fait que partout, que ce qu'on ait affaire à des restaurations collectives de type scolaire, petite enfance, établissement de santé, on s'aperçoit que ce qui va vraiment donner du sens à ces démarches, et quand je dis donner du sens, c'est leur permettre de se pérenniser, de s'ancrer, de se développer, c'est quand il y a des projets d'établissement qui portent sur la qualité de repas et sur le sens du temps de repas dans la prestation d'établissement. C'est comme ça pour les collèges ou les lycées qui avancent beaucoup. L'alimentation est rentrée dans le projet d'établissement. Et dans les établissements de santé qui ont aussi des démarches remarquables en termes de qualité alimentaire, dans lequel le bio n'est qu'une variable. En fait, le bio est un outil, ce n'est pas un but. Donc, bien sûr qu'il y a un vrai sens à contribuer à des transitions en agriculture et donc de promouvoir une santé environnementale aussi et une qualité alimentaire à travers les productions issues d'agriculture biologique, locale, etc. Mais disons que c'est un résultat du fait de redonner à la prestation alimentaire dans des établissements de santé le fait d'être entièrement partie prenante de la démarche de soins. Pas seulement, encore une fois, les établissements de santé ne sont pas seulement des établissements qui doivent prendre en charge des pathologies pour des publics fragilisés par des problèmes de santé. Ils ont aussi un rôle de promotion de la santé. Et c'est le sens des indications qui sont dans le PNNS. Et nous, on va accompagner ça. Et ce qu'on a proposé donc avec le GAP 44, c'est que déjà, dans une première demi-journée, les différents acteurs d'un établissement de santé, que ce soit au niveau de la direction,
que ce soit la diététicienne, que ce soit les aides-soignants ou les équipes de cuisine, bien entendu, est un temps de réflexion sur c'est quoi bien manger dans mon établissement de santé, quelles sont les missions auxquelles on répond, de façon à ce qu'on puisse les mettre aussi en découverte d'autres approches culinaires qui répondent à ces missions et qui pourront les accompagner à améliorer la prestation alimentaire dans le cadre des préconisations, par exemple, du PNNS. Et donc, ça se mobilise par des projets. Et donc, cette première journée qui serait proposée dans le cadre de ces programmes accompagnés par le PRS consiste à mobiliser un peu tous les acteurs d'un établissement de santé sur le sens de la prestation alimentaire, sur ce qui fait la qualité alimentaire, qui est bien sûr au niveau nutritionnel, mais qui est aussi en termes de relations sociales, de soins psychologiques, d'ambiance conviviale, de tous ces facteurs qui contribuent à la santé. Et donc de mettre les personnes en réflexion et les établissements en réflexion pour favoriser ensuite et donner un cap aux actions qui seront menées et qui comporteront plus de cuisine maison, plus de produits bio, plus de produits locaux, à coût maîtrisé. Ça, c'est possible à condition que ce soit un projet d'établissement. Merci Gilles. Donc on vous transmettra les éléments plus précisément sur cet événement qu'on va proposer et où il sera proposé et exactement le contenu. Laurent, je vous laisse parler de votre expérience. On va démarrer dans ce sens-là, si ça vous va à tous les deux. Alors la question que j'aimerais vous poser, moi, c'est si vous pouvez présenter un peu votre organisation, présenter la démarche dans laquelle vous êtes lancé et comment vous y êtes arrivé. Voilà. Oui, donc en quelques mots, moi je suis cuisinier, j'ai commencé la restauration en 83, je suis entré dans l'EHPAD de Belleville-sur-Vie en 90. Le chef est parti 1 an et demi après, on m'a proposé de prendre le poste. J'étais un petit peu jeune à l'époque, mais j'ai pris le poste quand même, avec tous les écueils que ça comporte. Et puis au fil du temps, effectivement, au début des années 90, il faut se mettre dans le contexte, le bio, le local, c'était une notion vraiment dont personne ne parlait. Enfin, moi je me souviens, c'était pas du tout un sujet, quoi. Et au fil du temps, il y a une quinzaine d'années, 20 ans, il y a un producteur bio qui est venu nous proposer ses produits, les excédents qu'il avait. Ça a commencé comme ça. Et puis, Claire du GAB 85 est venue aussi nous voir en nous montrant un petit peu ce qu'on pouvait attendre d'elle, c'est-à-dire un réseau de producteurs, de formation, des rencontres entre d'autres confrères d'autres établissements. Et là, moi, ça m'a beaucoup apporté, parce que quand on est dans son coin tout seul, on tourne un petit peu en rond. Et puis, on se demande si il n'y a que nous qui avons tous les problèmes qui nous tournent dessus tous les jours, ou si c'est partout pareil. On se rend compte qu'on est tous dans le même bateau. Donc, être un petit peu épaulé par le GAB, entre autres, avec tout le réseau que ça comporte de formation, de producteurs et compagnie, c'était vraiment très intéressant pour moi. Moi, j'ai failli un petit peu dans le sens où je n'ai pas su, je pense, intéresser mes collègues. On est 5 en cuisine. Et les autres ont vraiment pas été très motivés pour suivre ces formations-là. Donc, est-ce que j'ai mal expliqué? Est-ce que j'ai pas su bien vendre mon truc? Mais je me suis retrouvé un petit peu seul à porter le projet du bio, du local, des changements de pratiques, du gaspillage, des énergies, enfin tout ce que ça comporte, de toutes les notions de bio et tout ce qui va autour. Donc, même les élus, j'ai pas non plus senti de leur part un appui très important. Je me rassure en disant peut-être que c'est qu'on fait pas si mal que ça et que voilà, quand un truc va bien, on cherche pas non plus à l'empêcher. Donc ça marche plutôt bien, mais c'est vrai que ça demande une grosse dépense d'énergie pour introduire le bio, le local, avec tout ce que ça comporte comme commande à anticiper, comme coût matière à introduire aussi, comme nouvelle façon de travailler. Ça demande du temps, d'énergie. Mais au fil des ans, ça marche quand même de mieux en mieux. Le réseau des producteurs bio, moi je l'ai bien étoffé, en sachant qu'on ne peut pas prendre chez tout le monde. Il y a plein de producteurs et il faut faire des choix, quoi. Donc j'essaie de prendre vraiment les plus proches possibles.
surtout même ceux qui ont fait des démarches, eux, évitent de venir vers moi, parce qu'il y en a qui sont vraiment venus frapper à la porte, qui étaient vraiment intéressés. Et là, on travaille bien ensemble et c'est une relation assez fidèle. Et puis après, le gros des fournisseurs, je l'ai aussi par le réseau ESATCO de Vendée, qui là propose des produits bruts ou des produits travaillés à quatrième gamme, ou après tout un panel de produits d'épicerie, de produits laitiers, des choses comme ça. Moyennant d'anticiper les commandes, ça se passe plutôt bien. Voilà. D'accord, très bien, merci. Je pense qu'on a fait un peu le tour de l'intervention, d'où l'intérêt d'avoir eu un premier atelier d'abord où vous êtes bien rodés. Je vous propose d'enchaîner sur le témoignage de M. Pavie et derrière de poser les questions à ceux qui le veulent. Bonjour, François Pavie, je suis directeur de l'EHPAD des Cordelières au Pont-de-C. C'est un EHPAD public autonome qui accueille 142 résidents. On a 6 professionnels en cuisine. Ça nous représente à peu près 130 000 repas an, dont 125 000 pour les résidents. J'ai pris la direction de l'établissement fin 2013. Et la chance que j'ai eue quand je suis arrivé dans cet établissement, c'était qu'il y avait déjà un accent fort de la qualité de la restauration au sein de la structure. Ensuite, on a travaillé sur le projet d'établissement. Et dans le projet d'établissement, il y a un point majeur du projet d'établissement qui est la notion de plaisir. Et dans cette notion de plaisir, bien évidemment, la restauration fait partie des piliers majeurs. Alors, quand on parle de plaisir, on a un petit peu échangé dans la structure. Quand on mange le rôti de bœuf, c'est du filet de bœuf. Quand on fait des moules frites, on fait des soufflés, des œufs à la coque. Enfin, on essaye à la fois d'apporter une qualité parfois gastronomique, mais majoritairement comme à la maison. Comme à la maison. Quand je suis arrivé en 2013 aussi, je suis normand d'origine, je suis arrivé, puis je me suis dit, chouette, j'arrive dans le panier de la France. Donc, on va pouvoir travailler les circuits courts. Et je me suis heurté rapidement à un mur qui était de la difficulté de pouvoir s'approvisionner en circuit court dans ces années-là, en 2014-2015. C'était compliqué de convaincre des fournisseurs de nous livrer directement sans passer par le mine, par exemple. Donc ça c'était un premier écueil et je me suis dit, ça va être compliqué de pouvoir travailler les circuits courts et aussi, du coup, aussi travailler sur le bio. Mais heureusement, l'établissement fait partie de l'ACEP 49, une association d'établissements dans le Maine-et-Loire. C'est une association de centres hospitaliers de proximité et d'EHPAD publics autonomes, et dans lequel on avait recruté un ingénieur de développement durable assez branché sur la restauration, sur la qualité gustative, et qui a travaillé sur le projet dit ORAD, qui est devenu le projet Sensé Papilles. Enfin, je pense que M. Davot connaît ce projet, donc, qui a été financé en partie par la DRAF et par l'ADEME, ce qui nous a permis justement de relancer un petit peu le projet au sein de l'établissement, mais dans d'autres établissements aussi, qui a été de former un maximum de professionnels. Alors, quand je dis professionnels, ce sont des cuisiniers, mais pas que. La notion de cuisine nourricière, et ce qui nous a permis, et moi le premier, d'évoluer aussi dans le regard de la restauration, de la pratique de la restauration. Et puis, ça nous a permis d'optimiser les techniques de cuisson des viandes, même si on avait commencé la cuisson de nuit, par exemple, la cuisson lente, etc. Et puis aussi d'intégrer des céréales, des légumineuses pour plus de protéinisation de la nourriture, mais tout en travaillant quand même sur l'économie. Donc, on a aussi, dans ce cadre de ce projet, signé les établissements concernés, une charte commune qui a défini un petit peu les concepts et les valeurs de ce projet avec des objectifs, des actions, et bien évidemment en respectant et conformément à la loi, notamment à la loi Egalim et la loi sur les biodéchets aussi, puisque ça concerne aussi les déchets. Il y a plusieurs axes, notamment, donc, il y a l'axe 1 qui représente plutôt la notion des objectifs réglementaires de la loi Egalim, un axe 2 qui est une analyse économique aussi pour savoir un petit peu entre nous
comment on travaille et savoir un petit peu si nos productions sont de qualité. On a un axe 3 qui est améliorer aussi la qualité de service, avec travailler beaucoup sur les fruits et les légumes frais, et puis aussi travailler sur les fruits et légumes de saison, la suppression des fonds industriels, enfin je pense que là aussi c'était en lien avec la formation, et puis l'axe 4 qui est travailler et valoriser le métier de cuisinier. Donc vraiment, il y a eu une démarche de projet sur plusieurs établissements qui s'est mise en place, alors qui ont plus ou moins avancé plus ou moins vite, parce que malgré toute la bonne volonté de chacun, c'est vrai que c'est toujours assez complexe, hein, c'est-à-dire qu'il faut trouver le juste équilibre. Et puis, il faut savoir, comme vous disiez, excusez-moi, je ne me rappelle plus votre nom, monsieur qui disait que voilà, savoir convaincre, c'est savoir convaincre. Et c'est compliqué de savoir convaincre, effectivement, parce qu'il faut savoir convaincre les directeurs, parce que les directeurs, forcément, on est des gestionnaires aussi. Dans notre esprit, le bio a un coût, hein, mais on peut le faire. Hein, encore une fois, on l'a fait, je vais en parler un petit peu après. Mais de toute façon, je pense que le projet ne peut pas passer si le directeur n'est pas convaincu. Et donc, si ce n'est pas dans le projet de l'établissement. Il a fallu aussi convaincre les cuisiniers, parce qu'effectivement, là aussi, quand on met en place, par exemple, des potages bio, ça fait plus de légumerie, par exemple. C'est plus facile de prendre des légumes surgelés et de les transformer en potage, plutôt que de prendre des produits frais. Donc, ça fait plus de légumerie, mais après, c'est aussi de leur donner du sens et de l'intérêt par rapport au travail. Bon, convaincre les acheteurs, c'est aussi en lien avec les conditions financières et aussi la complexité, parce que parfois aussi c'est complexe de devoir acheter des produits de saison, mais qui ne sont pas forcément en lien avec le plan alimentaire ou le menu prévu. Aussi, parfois, il faut parfois plus que nos établissements s'adaptent en tant qu'acheteurs aux productions plutôt que l'inverse, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Donc, cette notion de s'adapter à la production, ce n'est pas forcément simple. Donc, c'est vrai qu'au niveau des cordelières, on a essayé d'avancer. Hein. Encore une fois, je le dis humblement, je pense qu'on a avancé petitement, j'aurais aimé qu'on avance plus vite, mais en tout cas, on avance. On a par exemple dans l'établissement 4 potages bio par semaine, mais vraiment du vrai bio, quoi, avec 4 potages bio, avec de la crème bio. Donc on essaye d'enrichir aussi des laitages maison que l'on fait aussi. Alors j'ai appris par exemple la race jersiaise, la vache jersiaise, qui a priori a une teneur très élevée en nutriments et en vitamines, qui est de meilleure qualité. Et effectivement, au niveau du goût, il n'y a pas photo, et au niveau de la couleur aussi de la crème, c'est super. Et par exemple, si on prend l'exemple juste financier de ces potages, on a fait le calcul entre le prix de revient d'un potage surgelé et, alors en coût matière, potage surgelé par rapport au potage bio. Et on s'est rendu compte que ça se jouait à 1 centime. 1 centime le potage par résident. Donc globalement, ça a un petit impact, c'est effectivement sur l'ensemble de l'année, mais c'est quand même peu important. Alors après, bien évidemment, on achète des yaourts, des fromages blancs aussi ponctuels, on achète aussi des légumes de saison bio, mais encore une fois, selon les tarifs. Là, on a une réflexion sur les omelettes avec des œufs bio, mais c'est vrai que c'est quand même plus cher les œufs bio que les œufs de nos fournisseurs. On n'a plus de tomates en ce moment, on ne mange pas de tomates. Hein. De fin novembre à mi-mai, il n'y a pas de tomates, par exemple, dans la structure. Mais par exemple, on n'achète pas de salade bio, parce qu'on a essayé la salade bio. J'avais même essayé avant le projet Sens et Papilles, et on se rend compte que le rapport prix-plaisir, qualité-conservation est actuellement pas encore très intéressant. Vraiment, l'objectif, c'est de travailler justement cette notion d'augmentation du plaisir, tout en travaillant l'hyperprotéinisation avec des produits sains. Donc, puisque j'ai oublié, mais on achète aussi par exemple pas mal de sarrasin, parce qu'on sait que voilà, on prend aussi des légumineuses pour transformer, pour avoir un peu plus de protéines végétales, ce qui nous permet aussi de réduire un petit peu les protéines animales, ce qui nous permet de regagner un petit peu d'argent par ailleurs.
Mais dans le projet aussi, on a travaillé aussi sur la diminution des déchets aussi, parce qu'on on a travaillé sur ce projet-là et on s'est rendu compte que en diminuant les déchets, on diminuait un petit peu aussi l'achat, on faisait des économies par ailleurs, et ça nous permettait d'équilibrer nos budgets malgré tout. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que globalement, pour l'instant, le projet s'équilibre, mais avec malgré tout déjà une satisfaction, c'est que il n'y a pas photo en termes de goût entre du potage de légumes frais et du potage de légumes surgelés, ça, il n'y a pas photo. Même si les résidents n'ont pas un retour sur le gustatif à la hauteur de ce que l'on souhaiterait, mais pour nous, c'est important, et pour les cuisiniers aussi, même psychologiquement, c'est important. Donc on avance, mais on continue à se heurter à certains écueils, et c'est des écueils importants à mon sens. Cette notion d'approvisionnement du bio, qui n'est pas simple, donc vous essayez de coordonner les choses, mais c'est vrai que là, par exemple, nous, dans le 49, on n'est approvisionné que au moment des ouvertures des cantines scolaires. C'est-à-dire que pendant les vacances scolaires, on n'est plus alimenté parce que le coût de livraison est trop important par rapport au peu d'établissements concernés par rapport à la livraison de produits bio, des établissements de type EHPAD. Donc ça, c'est un premier écueil. Il a fallu aussi, nous, retravailler le plan alimentaire parce que justement, il faut travailler par rapport aux produits de saison. Et là aussi, il faut aussi convaincre, continuer à convaincre. Et puis des petites choses, on parlait par exemple des concombres. Les concombres, si on achète des concombres qui sont bien meilleurs et qui rendent moins d'eau et qui sont donc plus performants en termes de résultats, pour les éplucher, on a une éplucheuse automatique, mais dès lors que le concombre est biscornu, c'est plus compliqué de l'éplucher. Vous voyez, c'est tout bête, mais il faut arriver à tous ces éléments-là. Moi, je pense que, moi, je suis quelqu'un de convaincu par rapport au projet, mais je maintiens de dire que c'est pas simple actuellement encore. Et c'est important que vous arriviez, qu'on arrive à convaincre les établissements d'avancer sur ce projet-là, parce que là, on est entre deux eaux, c'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible, mais pour l'instant, ça a encore un coût qui pourrait être rééquilibré si nos structures étaient encore plus acheteurs de bio, parce que du coup, les fournisseurs pourraient produire plus, et je pense qu'on arrivera à un équilibre. Donc peut-être que là, dans cette période-là, ce serait bien qu'on puisse obtenir, alors je ne sais pas comment, des financements pour pouvoir aider justement et convaincre encore plus le temps que tous ces nouveaux réseaux se soient mis en place et que l'huile soit dans les rouages. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire par rapport à l'avenir, mais en tout cas, j'aimerais pouvoir avancer. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Vous avez déjà bien avancé dans la démarche. Après, effectivement, il reste toujours des freins. Bon, merci en tout cas à vous deux pour vos témoignages. J'ai déjà une première question de la part de Servane, de Manger Bio 44, qui pose la question de savoir comment vos convives perçoivent le bio. Est-ce qu'ils sont plus sensibles au bio qu'au local? Quel retour vous avez, vous, de la part des convives? Oui, allez-y. Bon, moi, ce que je peux simplement dire, c'est que donc, au niveau des menus, il y a le logo bio qui est affiché à côté de chaque produit bio. C'est plus, alors, puisqu'on est en EHPAD, les convives en eux-mêmes sont moins sensibilisés. Par contre, les familles le sont sensibilisées. C'est-à-dire que c'est elles qui le remarquent le plus. Voilà. Je pense que c'est un peu... D'accord. Laurent, comment ça se passe? Moi, en EHPAD, j'essaye d'aller le plus possible au contact des résidents, d'aller expliquer un petit peu, quand j'ai le temps, les plats. La notion de bio, je pense effectivement que ce n'est pas une population qui est très, très sensible à ça. La notion de local, par contre, leur parle. Si je leur dis, voilà, ces choux-fleurs, ils ont été produits à une commune à 5 km d'ici, là, ça leur parle tout de suite. Le local, pour eux, ça reste très important, quoi. Le bio, effectivement, moi, je ressens moins de retour par rapport à ça. Au niveau puisqu'on fait aussi les restaurants scolaires, j'ai moins de retours parce que c'est pas une relation directe qu'on a avec eux, c'est une liaison chaude. On a des retours que par des feuilles, des tableaux, des choses comme ça, mais le bio, j'ai pas beaucoup de retours. Le local, je pense, parle plus aux gens que le bio.
D'accord. J'ai une autre question donc, de Camille Bouc qui demande si vous travaillez plutôt avec des groupes de producteurs ou avec des producteurs en individuel. Et après, peut-être nous donner un peu le nombre de producteurs que ça représente pour vous et si c'est complexe à gérer. Je commence. Moi, j'ai deux façons de travailler. Mon principal producteur de produits bio et locaux, c'est Esatco Vendée. C'est un atelier de transformation de légumes bio et conventionnels en 4e et 5e gamme. Cet atelier emploie des personnes en situation de handicap. Chez eux, je prends des produits laitiers, des betteraves, des kits potage bio, de la salade, même des pâtes, du millet, des fruits, des choses comme ça. Donc, c'est un de mes principaux fournisseurs en bio. Et à côté de ça, j'ai 3 ou 4 petits entre guillemets, producteurs bio avec qui vraiment je travaille 2 ou 3 produits, quoi. Il y en a, je sais que je peux prendre chez lui de la salade toute l'année, qui fournit des salades bio locales sur lesquelles je ne jette rien, mais pas, je jette le trognon, c'est tout, je jette rien du tout, qui est même moins cher que la salade issue de l'agriculture conventionnelle. Donc là, c'est vraiment gagnant pour tout le monde. 2 ou 3 producteurs chez qui je prends des légumineuses ou des petits marrons ou de la pomme de terre. Et là, ça demande par contre effectivement d'anticiper vraiment les commandes pour eux, pour qu'ils puissent me répondre s'ils ont des volumes ou pas. S'ils n'ont pas le volume, effectivement, il m'arrive de basculer sur du bio moins local ou alors en produits issus de l'agriculture conventionnelle, quoi. J'ai des gros fournisseurs, enfin des plus grosses structures de bio local et des petits producteurs locaux, individuels. D'accord. Ce que vous disiez, c'est que vous aviez même entamé des démarches de planification à l'année. Voilà, c'était en bonne voie avant le Covid. On avait commencé effectivement à se rencontrer avec 2 producteurs qui habitent à quelques kilomètres d'ici. Ils m'avaient demandé, et c'était tout à fait possible parce que moi, mes menus sont élaborés pratiquement 1 an à l'avance. Donc, je pouvais déjà leur dire que voilà, la semaine, je sais pas, la semaine 44, il me faudra 50 kilos de carottes. Eux, ça leur permettait de commencer à mettre en culture, de prévoir un peu leur production, et ils savaient qu'ils avaient un débouché derrière, quoi. Donc, moi, je m'engageais à leur acheter leur production, moyennant qu'effectivement, je leur établisse un tableau à l'avance, à quelques kilos près, je savais ce que je vais leur commander, quoi. Ça, c'est pas fait parce que le Covid est passé par là, il y a eu d'autres priorités. Mais j'espère bien qu'on va pouvoir retravailler ce projet, en tous les cas. D'accord, merci. Alors, et au Ponce, comment ça se passe? On a c'est Bio-Leur-Joue, hein, qui regroupe des producteurs qui nous livrent. Donc, on a effectivement pour l'instant qu'une porte d'entrée, enfin qu'un accès. Parce que après, c'est effectivement toute cette complexité de prendre contact avec des producteurs et de pouvoir leur répondre. Alors donc, je trouve que l'idée de leur dire à telle semaine, on aura besoin de ça, c'est intéressant, mais effectivement, c'est tout un travail en amont qu'il faut réaliser. Et nous, on est encore, je dirais, dans l'étape où on essaye de travailler le plan alimentaire de manière fine, pour correspondre vraiment aux saisons et pourquoi. Voilà, je pense qu'il y a encore tout un travail en amont peut-être à réaliser avant d'avoir des contacts. Mais encore une fois, c'est difficile d'avoir des contacts avec des producteurs bio. On n'a pas forcément non plus d'informations toujours. Et souvent, c'est par réseau presque extra-professionnel que l'on a. Enfin, je ne sais pas, mais voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Oui, effectivement, on constate quand même que le fait que les producteurs puissent être regroupés, ça facilite quand même, ça se rapproche plus de vos pratiques du quotidien pour la prise de commande. C'est ce qu'on constate. C'est moins de temps passé, oui. Alors, j'ai une autre question de Fanny Cordier. Alors, vous pouvez les poser, vos questions directement, si vous voulez. Ça sera peut-être plus vivant. Vous m'entendez? Oui, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Bonjour, donc merci pour vos interventions. J'avais une question au niveau de la mobilisation des équipes, donc, notamment suite à votre témoignage, François Pavie, même tout le monde peut réagir, mais face à des personnes qui sont finalement peu convaincues, comment mobiliser puisqu'il faut vraiment impliquer une diversité d'acteurs autour du projet pour que ça prenne et que ça devienne pérenne au sein de l'établissement. Et du coup, voilà, avoir vos retours sur votre manière de vous y prendre pour mobiliser vos collègues. Déjà, il faut qu'il y ait un chef de projet qui soit convaincu et qui soit bien mobilisé. En l'occurrence,
moi, on a travaillé avec un cuisinier de l'équipe qui était vraiment très motivé par rapport à ce projet et qui a pu justement faire entrer un petit peu le projet de cuisine nourricière dans la cuisine. Et ensuite, on a formé l'ensemble des professionnels concernés, c'est-à-dire cuisiniers, acheteurs, mais aussi les équipes au niveau des équipes hôtelières aussi sont allées aussi en formation. Hein, c'est-à-dire qu'il a fallu convaincre, mais moi aussi, il a fallu me convaincre. Moi, le premier, encore une fois, j'avais besoin, dans un premier temps, de comprendre ce qu'était le terme cuisine nourricière, c'est clair. Moi, je me disais au départ, on se doit d'avoir une prestation vraiment de très, très bonne qualité pour que le plaisir soit là. Et en fait, on se rend compte qu'on peut donner aussi du plaisir autrement. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il faut trouver un juste équilibre, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un chef de projet mobilisé et au-delà de ça, que le directeur, enfin le chef d'établissement, le soit aussi pour qu'il y ait au moins un binôme qui motive l'ensemble des acteurs. Bien sûr. Et du coup, qui vous a convaincu, vous? C'est vraiment un intervenant extérieur? Oui, complètement. Oui, c'est complètement. Je ne crois pas me tromper que M. Davo a fait partie de ceux qui m'ont convaincu. Donc, c'est vraiment dans le cadre voilà, d'une formation où enfin, vous êtes… Voilà, exactement. C'est l'association des établissements qui, par le biais de l'ingénieur développement durable, a fait une présentation et qui nous a montré un petit peu donc une présentation où je crois que M. Davo était présent. C'est ça, hein, vous étiez présent au niveau de la 749 avec un de vos collègues dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Thierry Marion. Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a eu une présentation qui a été réalisée. Après, il y a des établissements qui sont allés, d'autres n'y sont pas allés. Bon, voilà. Mais je pense qu'effectivement, il faut être convaincu. Et encore une fois, j'avais la chance d'avoir l'héritage aussi d'un établissement où le repas faisait partie de la base et de la base du projet d'établissement et que j'ai fait perdurer en rajoutant la notion de plaisir qui est important et la notion effectivement comme à la maison. Je vais peut-être intervenir de façon complémentaire. Donc là, on voit bien qu'il y a un établissement où la direction, la gouvernance est déjà un peu motivée, sensibilisée sur l'importance de la prestation alimentaire et du plaisir. Ça va être une clé quand même pour emmener tous les acteurs et puis aussi pour faire passer certains messages aux familles, ça c'est évident. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous des mangeurs. On est tous des mangeurs expérimentés. Que vous ayez affaire aux parents d'élèves, aux familles des résidents d'un EHPAD, que vous ayez affaire à tous les types de personnel, tous les profils, y compris l'administration et tout ça, ou les élus, enfin bon, chacun est un mangeur expérimenté et chacun a sa propre vision de ce qui fait le plaisir de manger, de le bio, moi j'y crois pas. Si vous voulez, et quand on arrive simplement avec des projets de dire on va mettre du bio ou on va mettre du local, etc., souvent on va créer du clivage parce que chacun il projette son propre univers et ses propres goûts. Et puis moi j'aime pas les légumes, et puis moi les mojettes ça me plaît pas, et puis moi si j'ai pas la viande c'est pas un repas. On a affaire à ça au départ dans tous les types de projets. La question, c'est comment on pourrait donner un sens commun et réunir les gens, non pas autour de bio, local, etc., mais autour de bien manger. Qu'est-ce que c'est notre vision commune du bien manger? Et c'est ça qu'on fait. Et c'est ça qui a emporté l'adhésion dans l'établissement, ou en tout cas à certains degrés dans l'établissement comme au Poncé. C'est vraiment que tout le monde, à un moment donné, comprenne qu'il se reconnaît, parce qu'on l'a écouté, on l'a entendu, dans une version du bien manger, et on l'a amené aussi à des expériences qui sont des expériences à la fois sensorielles sur la différence entre une viande bien cuite, une viande mal cuite, qu'elle soit bio ou pas bio, mais que quand elle est bio et qu'elle a perdu 30% en cuisson, l'eau qui s'est évaporée, on l'a payée au prix de la viande bio, que les légumes, le verre des poireaux, que la mojette qui se décline en mayonnaise, en rillettes de poisson, en petites galettes, en gâteaux salés, sucrés, et que, comme je disais tout à l'heure, on a des EHPAD qui nous font remonter que ça stabilise les glycémies des résidents
quand c'est sur des services du soir, ces légumineuses arrivent de façon régulière. Si vous voulez, tout ça, c'est des expériences au-delà de mettre les équipes à travailler sur les représentations communes du bien manger, c'est de les confronter justement à cette culture. Alors, nous, on ne vient pas faire du lobbying cuisine nourricière, on propose un regard sur ce qu'est le fait de nourrir au quotidien, dans tous les contextes, et en particulier dans un établissement de santé, où la notion de plaisir, elle est fondamentale, parce que vous pouvez avoir des menus cadrés par une diète, le repas pas mangé, ben, il n'est pas équilibré, quoi. Et donc, vous ne pouvez pas dissocier, en fait, l'approche de plaisir, l'approche de sens, et quelquefois le plaisir va venir du petit mot que le personnel de service est capable de dire pour accompagner un plat. Ça va venir de ça, tout simplement. Et je voudrais, donc juste pour ne pas être trop bavard, raccorder avec l'expérience de Laurent, qui dans l'atelier précédent témoignait, ben là, il l'a dit aussi, du peu d'intérêt en fait des élus. Bon, du moment que ça marche, allez, on lui laisse carte blanche, et puis peut-être des collègues aussi qui sont pas très impliqués. C'est vraiment un souci, parce que si les projets alimentaires, notamment qui orientent un établissement vers l'alimentation durable, sont portés par une seule personne, quand Laurent va choisir d'aller faire autre chose ou prendre sa retraite, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qui reste de la démarche? Et on ne peut pas parler d'alimentation durable quand je dirais la ligne de conduite et la valeur défendue par l'établissement, et donc un certain nombre de pratiques qui sont échéancées en année 1, en année 2, en année 3, on voudrait. Et la CEP 49, dont M. Pavis a parlé tout à l'heure, on leur a expliqué. Pour l'instant, il y a un petit stand-by sur ce projet-là, mais on leur a expliqué qu'effectivement, la prochaine étape, c'était que chaque établissement écrive un plan d'action sur lequel des solutions pourraient apporter. Est-ce qu'elles sont de l'ordre de l'approvisionnement? Ce n'est pas toujours de la formation. Quelquefois, c'est de la formation. Quelquefois, c'est des questions liées à l'approvisionnement. Quelquefois, c'est des questions liées à la formation ou à la sensibilisation, tout simplement, des résidents ou des personnels à travers des ateliers sensoriels. Et il y a quelque chose qui se déclenche à ce moment-là, qui donne un nouveau sens à la prestation alimentaire. Et si vous voulez, il y a tout un tas d'outils à mettre en place. Effectivement, on voit qu'en fait, il n'y a pas une façon de faire, mais bien plusieurs endroits où il est important de mettre en musique le projet pour que ça puisse perdurer. J'avais une intervention alors de F. Franco, je ne sais pas si elle est au téléphone. Alors, s'il y a une autre question, allez-y. Moi, c'était juste pour compléter, parce que j'ai eu l'occasion aussi d'être présente avec Gilles Davot, avec un groupe. Ce qui est vraiment très positif dans vos formations, c'est la possibilité d'avoir plusieurs établissements ensemble. Et parfois même, alors là pour les EHPAD, c'était peut-être pas le cas, mais dans le groupe où j'étais, ça pouvait être une crèche avec un restaurant de primaire, avec pourquoi pas un collège et tout ça. Et ces échanges-là sont hyper convaincants et mobilisateurs pour eux aussi. Effectivement, on voit que même si les établissements à la base ne servent pas aux mêmes personnes et ne sont pas organisés de la même façon, les contraintes, enfin les problématiques souvent se rejoignent, et que le fait de pouvoir partager, ça permet déjà de poser un peu ces problématiques, et puis de trouver aussi des solutions et de se projeter un peu sur d'autres façons de faire, quoi. Alors c'est ça l'opportunité de la demi-journée qui est proposée par le GAP 44 dans le cadre des soutiens apportés par le plan régional santé-environnement. C'est justement d'engager ces réflexions-là, un peu transversales, avec différents profils de personnel, sur une vision commune du bien manger. Et le projet, ce n'est pas du bio ou du local. Bien sûr qu'on va y arriver, et que c'est important aujourd'hui dans une société d'avancer vraiment vers ça, mais que le projet, c'est vraiment bien manger et une vision commune du bien manger. Et nous, on vient accompagner le GAB sur ces formations pour justement créer un peu cet enthousiasme, parce que quand vous définissez les GALIM simplement par le fait qu'il y a un repas sans viande, ou qu'on enlève le plastique, ou qu'on enlève ci ou ça, c'est pas du tout fédérateur. C'est juste, ça l'est juste pour les motiver, pour les déjà convaincus, quoi. Et du coup, et encore une fois, par rapport à tous ces mangeurs qui ont déjà leur certitude, déjà leur croyance, nous, on arrive un peu pour les déstabiliser et pour se dire, ah oui, j'avais pas vu ça.
ah oui, c'est possible, ah oui, j'aurais envie de faire ça chez moi, et tout d'un coup, ça prend sens. Les cuissons des viandes un peu différentes, les légumineuses qui arrivent un petit peu dans les repas comme une façon de simplifier et de rendre un repas plus économique, ça devient des ressources au lieu d'être des contraintes. Ça, c'est une vision qu'on a besoin de partager dans tous les établissements et en particulier dans les établissements de santé. Redonnons en France le sens que la prestation alimentaire est un élément important de la prise en charge de soins. Ça, c'est une valeur ajoutée pour les établissements qui s'engagent dans des démarches comme ça. C'est vraiment fondamental. Je vous rejoins, hein. C'est sûr que dans nos établissements, bon, même si on travaille dessus, mais les prescriptions de crèmes hyperprotéinées, par exemple, c'est un souci. On a régulièrement quand même des médecins qui prescrivent et je pense qu'en travaillant, et on travaille dessus, hein, sur la protéinisation des menus, sans que le résident ne s'en aperçoive, par exemple, ça permet de limiter justement ces prescriptions de produits pharmaceutiques. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres réactions suite à ces échanges? Juste une dernière petite chose, le travail qui sera fait au niveau des établissements sera un outil considérable de communication vers les familles et de compréhension. Ça, c'est... on n'est pas là à justifier que mais si, on a fait ci ou on a fait ça ou on a mis tant de produits bio. C'est qu'à un moment donné, ça devient la culture de l'établissement et ça transparaît. C'est ça qu'on sent dans le témoignage de M. Pavis, même si c'est en cours et que voilà, ça va à son rythme. C'est quelque chose qui devient une valeur de l'établissement et qui est quand même, en termes de mise en confiance des usagers, extrêmement importante. Ça peut permettre aussi de donner un peu de cohésion dans les équipes puisque tout le monde se retrouve dans ce projet commun qui va un peu au-delà du quotidien qui peut s'installer. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, réactions... J'avais juste une question par rapport au mouvement du coup cuisine nourricière. C'est réservé au 44 ou c'est dans la région ou... Alors, le mouvement des cuisines nourricières, donc on a un peu évoqué, parce que c'est dans ce cadre-là, avec une nutritionniste qui est présente là, qui s'appelle Caroline Dailly, qu'on collabore avec le GAB, parce qu'avec Thierry Marion, les deux compères qui sont intervenus, moi-même et Thierry Marion, avec la CEP 49, avec François Le Guilcher, là, le responsable développement durable qui intervenait dans ce réseau, en fait, on a depuis 10 ans, 15 ans, Thierry depuis 20 ans avec la cuisine évolutive, en fait, développé une vision de la restauration collective. Et on est beaucoup intervenu un peu partout en France, dans tous les contextes, en fait, et dans tous les réseaux. Et on constate, en fait, on fait les mêmes constats de besoin d'approche système. Des systèmes. On ne peut pas parachuter du bio, on ne peut pas parachuter des recettes végétariennes ou des choses sur des établissements qui n'ont pas de vision et de projet sur la valeur du temps de repas, sur ce qui fait la qualité et quelles sont leurs missions en termes d'alimentation sur les usagers qu'ils doivent nourrir. Et du coup, on a commencé un travail depuis 1 an qui est en cours au niveau national avec une trentaine de personnes à formaliser des démarches qu'on appelle les démarches des cuisines nourricières, donc des approches système des services de restauration, avec aussi un travail qui est fait vers le grand public pour accompagner certains réseaux comme les Jardins de Cocagne sur cette même approche d'une simplification de la cuisine du quotidien et par exemple pour des publics vulnérables aussi, comment les accompagner à s'approprier des paniers solidaires issus des Jardins de Cocagne ou d'autres réseaux. En fait, c'est la même approche, des cuisines très simples, efficaces, basées non pas sur des recettes, mais sur des techniques comprises quand je cuis une viande, quand je cuis un légume, quand je cuis un féculent, quand je construis un plat. Et ça répond aussi à ce qui est exprimé aussi bien par François Pavis que Laurent Gérardin, c'est la capacité des gens de s'adapter à ce qu'il y a. Quand on sort des productions conventionnelles avec de la tomate toute l'année, les grands standards qui reviennent toute l'année
et qui justement nous font constater des défauts nutritionnels, puisqu'on est tout le temps à manger les mêmes choses tout le temps, et les défauts au niveau de l'agriculture, puisqu'on produit les mêmes choses à grosse échelle avec des gros besoins d'intrants. Quand on veut commencer à changer la donne, il faut, en termes de cuisine, avoir une pédagogie qui est basée sur la compréhension des techniques et qui laisse la liberté d'adapter un plat avec une courge, une côte de bête, une courgette, etc. Alors, la plupart du temps, les programmes d'intervention qu'on a sont très courts. Et donc, les cuisiniers, qui sont souvent un peu seuls et pas souvent encadrés par des projets, ils essayent quelques trucs, mais ils n'ont pas encore vraiment approprié cette logique qui va leur permettre de décliner, de pouvoir adapter une recette qui n'est pas toujours appréciée. Laurent en parlait tout à l'heure pour les enfants qui ne sont pas toujours réceptifs sur des plats alternatifs. Et ça, il faut le recevoir et se demander comment on l'adapte. Et les techniques qu'on propose sont basées sur le fait d'une compréhension de la cuisine par les personnes qui cuisinent, que ce soit en cantine ou à la maison, et cette capacité, en fait, de mettre de la viande, moins de viande, peu de viande, pas de viande, du lactose, pas de lactose, tel légume, tel autre légume, telle épice, telle autre épice, parce qu'on n'aime pas ça chez moi, ou tel fromage ou tel autre. Et c'est une approche de la cuisine quand même très, très différente de la cuisine qui est enseignée et de la culture des recettes qui est un peu partout. Et donc, ce mouvement des cuisines nourricières est en train de s'organiser. Il n'est pas encore très visible publiquement, mais c'est autour de Thierry, moi-même, Bruno Couder, pour ceux qui le connaissent, quelqu'un avec qui j'ai fait un travail important pour l'école de santé publique sur les légumineuses, et d'autres. On est sur le partage et on a des jeunes formateurs qui sont dans différents coins de France et qui réfléchissent ensemble sur un patrimoine de techniques fondamentales pour permettre la transition alimentaire, l'appropriation des produits de saison, l'appropriation des produits locaux, des produits bio, dans des cuisines d'abord faites pour nourrir. La cuisine gastronomique, le chou à la crème, les choses sophistiquées, c'est pas pour le quotidien. On a d'autres plaisirs à apporter à des résidents dans un hôpital, un EHPAD ou une crèche. On a d'autres types de plaisirs à apporter à travers des produits transformés très simplement, avec des techniques très efficaces. Mais finalement, tous les établissements qu'on a vus dans la région depuis des années ont eu une première approche de ça, mais ce qui est vraiment décisif, c'est quand les établissements, encore une fois, s'engagent dans des projets, des vrais projets qui redonnent du sens à la prestation alimentaire. Et c'est là que les produits bio arriveront et trouveront peu à peu leur place. Les solutions d'approvisionnement, tout ça. Voilà. Merci. Mais je demandais ça juste parce que, en termes de ressources et de richesses, la compétence que vous avez, vous ne pouvez pas être partout. C'est quand même très, très inspirant pour les étudiants. Et c'est pour ça que je demandais en termes... Oui. Pardon, excusez-moi. Je demandais en termes de, au niveau des territoires, vraiment, il y a plein d'établissements partout. Et du coup, comment toucher le plus? C'était juste une question dans ce sens-là, parce que... Le travail qu'on va faire avec le GAP 44 pour les établissements de santé, c'est une opportunité, en parallèle du travail plus global qu'on fait avec la trentaine de personnes du mouvement des cuisines nourricières, de modéliser des approches, de former des réseaux de formateurs, et puis de se dire, voilà comment on s'y prend, voilà ce que c'est qu'une restauration collective, voilà comment on peut accompagner ces structures-là à questionner leurs projets, le bien manger dans leur contexte, qui est différent partout, mais une façon d'aborder les choses. On ne vient pas faire du lobbying bio, on ne vient pas faire du lobbying local ou du lobbying protéines végétales, on vient redonner du sens à l'alimentation de tous les jours. Et notre projet, en effet, c'est d'impulser une façon d'aborder ces sujets. C'est une cascade aujourd'hui avec Egalim. Il y a des demandes qui viennent de partout. Donc, nous, pour l'instant, on est dans cette phase où on va modéliser ce qu'on a déjà un peu montré à la CEP 49, ce que Laurent avait rencontré dans les programmes accompagnés par le GAP 85, et ce qu'on va commencer à faire avec l'accompagnement des établissements de santé par le GAP 44, c'est une des étapes, c'est-à-dire ce premier socle où les acteurs, la transversalité un peu des acteurs des établissements, se mettent ensemble pour réfléchir à leur représentation de l'alimentation et découvrent des choses qu'ils n'attendaient pas
décroche de certains trucs. Un plat, c'est bon parce que une viande en sauce, si on la rissole pas, ben, c'est pas bon. Ben oui, mais si. et les faire décoller de ces croyances-là pour montrer que on va faire de l'économie, on va faire plus de goût, on va faire plus de sens avec les convives. C'est vraiment une nouvelle culture et nous, on appelle ça la culture des cuisines nourricières. Voilà. Merci. Oui, effectivement, le partenariat là qu'on est en train de dessiner, l'idée c'était nous, notre idée première, c'était de toucher les établissements de santé et de trouver comment les accompagner. Et en fait, on s'est vite rendu compte que la première étape, c'était déjà de les sensibiliser pour qu'ils puissent comprendre pourquoi partir dans cette démarche, pas juste mettre du bio parce que la loi Egalim arrive, mais bien qu'est-ce que derrière ça pouvait apporter à l'établissement pour que vraiment le projet se construise de façon pérenne et puis qu'on puisse essaimer après ça. Alors pour l'instant, on le développe sur le 44. Parce que nous, on a réussi à avoir un projet dessus, mais l'idée, ça serait de pouvoir effectivement le proposer après. L'avantage du réseau bio, c'est qu'on a quand même des gaps sur tous les départements. On a aussi des structures régionales, donc ce partenariat, on pourrait tout à fait l'envisager à plus large échelle. Voilà. Bon, ça pourrait être une belle conclusion pour cet atelier. Je vous remercie tous vraiment pour vos partages d'expérience, c'était très riche. Donc ça va être, cet atelier sera enregistré et puis on pourra le rediffuser. En tout cas, ça sera aussi possible d'avoir les coordonnées des participants si besoin d'échanger un peu plus. Voilà, je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.